Ils pensaient que ce serait juste une arrestation de plus. Un gamin noir de plus qu'on pourrait humilier, frapper, accuser sans preuve et surtout faire taire. Ils n'avaient aucune idée de qui ils venaient de toucher. Parce que quand tu poses la main sur le fils d'un ancien commandant des forces spéciales, l'un des plus redoutés que ce pays ait jamais formé, tu ne déclenches pas une bavure, tu déclenches une guerre. Ce soir-là, à Eastmoor, petite ville paumée du sud de la France, coincée entre une nationale et des champs de tournesol fanés. La pluie avait cessé depuis 1 heure, mais l'air restait lourd, saturé d'ozone. Les lampadaires grésillaient au-dessus de la piste derrière le gymnase, là où Idriss Mendès, 16 ans, faisait ses derniers sprints. Pas de musique, pas de potes, juste lui et sa respiration, profonde, régulière, comme s'il courait pour sa vie. Peut-être que c'était le cas, en fait. Il avait une bourse sportive en ligne de mire, une chance de quitter ce coin pourri, d'échapper aux regards, aux remarques, aux mains qui s'attardent trop longtemps sur les contrôles routiers. Courir, c'était la seule chose qui lui faisait sentir libre. Et ce soir-là, il avait enfin battu son meilleur temps. Il venait à peine de ralentir, les mains sur les hanches, le souffle court, quand il a vu les phares. Un bruit sourd de pneus sur le gravier, une voiture de patrouille avançant lentement, comme un prédateur. Il a senti son estomac se nouer, ses épaules se crisper. Il connaissait cette bagnole, elle rôdait toujours dans le quartier comme un vautour. « Et toi, qu'est-ce que tu fous là ?» 2 flics sont sortis, blancs, costauds, le genre à sourire quand il cernia trop fort les menottes. Idriss a levé les mains légèrement, bien visibles, et a répondu calmement « Je m'entraîne, je cours ». Mais ça ne changeait rien. Il s'était déjà décidé. Le plus grand, l'agent Lambert, s'est approché lentement, avec ce petit sourire tordu. Le second, Marceau, restait en retrait, filmant discrètement avec son portable. Et puis, sans prévenir, le premier coup est tombé. Une matraque dans les côtes. Idriss a essayé de parler, de dire qu'il ne résistait pas, mais la seule réponse a été un coup de pied dans le ventre et un rire étouffé. Ils ne l'ont pas arrêté, ils ne l'ont même pas fouillé, ils l'ont juste laissé là, à moitié conscient, la joue contre les graviers mouillés, les vêtements trempés de sueur, de sang et de silence. Il a marché jusque chez lui. Ou plutôt, il a boité. Chaque pas était un supplice, mais il est arrivé. Sa mère, Léa, l'attendait, comme toujours, la lumière du porche allumée. Quand elle a ouvert la porte, elle n'a pas crié. Elle a juste dit « Mon Dieu, Idriss !» Il s'est effondré dans ses bras. Et elle l'a serré fort. Mais vous croyez que c'est là que ça s'arrête? Non. Le lendemain matin, les mêmes flics sont revenus. Cette fois, avec des menottes et une accusation, possession de stupéfiants. Une histoire montée de toutes pièces, évidemment. Ils l'ont arraché du canapé, l'ont traîné jusqu'à la voiture. Ses lacets n'étaient même pas faits, la couverture traînait derrière lui comme un vieux drap oublié. Léa est restée là, figée sur le pas de la porte. Elle savait qu'elle était seule, mais pas complètement, parce qu'Idriss a un père que personne ne voit, que peu de gens connaissent. Son nom, c'est Kevin Mendes, ancien commandant du 1er régiment parachutiste d'intervention, Delta en version française, disparu des radars il y a des années, mais pas pour fuir, pour protéger, pour observer, et surtout, pour ne pas agir tant que ce n'était pas vital. Ce soir-là, Léa a pris le vieux téléphone noir dans le tiroir de la cuisine, celui sans carte SIM. Elle a composé le seul numéro enregistré, 3 sonneries, un bip. « Tu es tombé sur Kevin. Laisse un message, court, précis. » Elle n'a pas parlé, juste respiré et raccroché. 5 heures plus tard, Kevin était en route. Pas de valise, pas de notes, juste son sac militaire, une montre GPS, un fusil démonté et une promesse, il ne toucherait en plus jamais à son fils. À l'autre bout, dans la maison d'arrêt de Caser, Idriss dormait à peine sur un matelas trop fin, des hématomes sur tout le flanc droit, les côtes douloureuses à chaque respiration. Les surveillants, ils l'ont réveillé à l'aube. Contrôle de discipline. 2 hommes, 2 coups de poing, juste pour le plaisir. Pendant ce temps, Kevin piratait les bases de données. Il savait où chercher, il savait quoi chercher. En moins de 3 heures, il avait les preuves, enregistrements sonores, rapports modifiés, plaintes classées sans suite. Et au passage, une alliée inattendue, Claire Dumont, avocate, militante et ancienne juriste militaire. Elle devait une faveur à Kevin, et elle allait la rendre. Elle a reçu une clé USB. Dessus, tout ce qu'il fallait pour démolir le mensonge. Elle a compris en 1 minute, et elle a dit une seule chose, il est temps d'ouvrir les rideaux. 2 jours plus tard, pendant une audience du Conseil de justice pour mineurs, Kevin et Idriss ont fait leur entrée, ensemble. La salle s'est figée, les membres du Conseil ont pâli.
Claire a pris la parole. Nous demandons une audience publique, en présence de la presse. Ce n'est pas le protocole, a murmuré un des juges. Elle a répondu calmement. Et passer à tabac un ado, c'est dans le protocole peut-être? Puis Idriss a parlé, d'une voix tremblante mais claire. Je suis pas parfait, mais j'ai des rêves. J'ai un père qui m'a appris à parler, pas à frapper. Maintenant j'ai des cicatrices, pas juste sur la peau, mais ici. Il a posé la main sur sa poitrine. Je voulais juste courir, pas fuir, courir. Et là, silence total. Pas une toux, pas un mot, juste l'écho de la vérité. À la sortie, un journaliste a demandé à Idriss « Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent ?» Il l'a regardé, puis a regardé son père. On ne demande pas à être vu comme des saints, juste comme des humains. Commencez par là. Ce soir-là, ils ont brûlé le vieux sweat d'Idriss. Celui qu'il portait quand les flics l'ont tabassé, pas pour se venger, pas pour oublier, juste pour tourner la page, mais l'histoire, elle reste. Et toi, qui écoutes, tu ferais quoi à la place de Kevin? Tu laisserais ton fils payer le prix du silence? Ou tu ferais parler la vérité, même si ça te coûte tout? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que la justice, c'est d'obéir ou de résister? Et si tu crois que ce genre d'histoire mérite d'être entendu, alors partage. Parce qu'à force de se taire, on nous efface.